Et pour le débat, ce soir, nous recevons pour vous deux invités. Nous allons parler tout au long de ce débat de la réconciliation nationale avec la demande de pardon de l'ancien président Blaise Compaoré. Nous reviendrons également sur la lutte contre le terrorisme avec l'implication des femmes dans les attaques armées. Et je reçois sur ce plateau, à ma gauche, Monsieur Nathanaël Congo. Il est le secrétaire général adjoint de l'UNIR MPS. Bonsoir et bienvenue. Merci. Nous recevons également sur ce plateau M. Evans Cabré. Il est le secrétaire adjoint aux énergies renouvelables du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Alors nous débutons nos échanges avec la question de réconciliation nationale, l'appel au pardon de l'ancien président Blaise Compaoré qui a été officialisé dans une lettre mardi dernier remise au chef de l'État et rendue publique. La parole elle est pour le docteur Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Que dire? Nous avons accueilli la nouvelle comme tout le monde par voie de presse. Mais nous jugeons que cette nouvelle, c'est un non-événement. Et s'il faut en penser quelque chose, nous pensons que c'est une pièce de théâtre mal inspirée, mal réfléchie. Et le dramaturge là devrait être démis de ses fonctions. Pourquoi est-ce que vous qualifiez cela de pièce de théâtre? C'est une pièce de théâtre pour nous parce que nous pensons qu'il y a généralement trois questions qu'il faut se poser en matière de demande de pardon. C'est qui demande le pardon? Dans le cas, on sait que c'est M. Blaise Compaoré. À qui on demande le pardon et comment on demande le pardon? À qui on demande le pardon, il dit dans sa lettre particulièrement pour la famille Sankara. Mais comme on demande le pardon, cela n'a pas respecté aucune règle juridique, aucune règle culturelle, aucune règle spirituelle dans notre contexte. Voilà pourquoi nous pensons que c'est un non-événement. Est-ce que vous êtes du même avis, Evans Cabré? Pas du tout. Mon avis, c'est que la demande du pardon, pour moi, elle date depuis le 19 octobre 1987. Lorsque vous lisez le discours de Blaise Compaoré le 19 octobre, vous verrez le contenu préciser que cet événement était déplorable et que même on devait organiser une sépulture digne du nom du président qui est décédé et qu'il déplore cette situation. La deuxième demande de pardon est survenue le 30 mars 2001. Le 30 mars 2001, où, je répète encore, le président du Faso, Blaise Compaoré en son temps, a demandé pardon au nom de tous les chefs d'État qui ont géré le pays de 1960 jusqu'au jour au 30 mars. Et la troisième demande de pardon, c'est la lettre datée du 8, qui n'a pas été lue sûrement le 8, mais qui a été transmis par voie gouvernementale au peuple burkinabé et transmis également à la famille de son frère et ami Thomas Sankara. Je pense que par la forme, beaucoup, M. Congo dit qu'il n'y a pas eu de forme. Je pense que pour demander pardon, il n'y a pas plus forme que ça, parce qu'il a été accompagné par une délégation ivoirienne qui est un pays hôte de son Excellence Blaise Compaoré, et il a transmis la lettre officiellement au peuple burkinabé via le gouvernement. Et le contenu, donc quant au fond, ça s'adresse directement à la famille de Thomas Sankara et à Thomas Sankara lui-même, donc paix à son âme, et qu'il regrette et qu'il assume. Et je pense que ce soit la forme ou le fond, tout y est. Et ce que nous demandons, c'est que le peuple burkinabé et la famille particulièrement
de Thomas Sankara accepte ce pardon. Il y a la question aussi de l'authenticité de la lettre. Mariam Sankara s'est posé cette question. Est-ce que la lettre est réellement de l'ancien président Blaise Compaoré? Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est une lettre qui vient de lui. Si quelqu'un doute de cette lettre, il a des raisons de douter. Mais moi, en tant que citoyen, cette lettre m'est adressée également en tant que citoyen et je la trouve authentique. Et ce qui précise cela, c'est que c'est une lettre envoyée par sa fille, par le gouvernement, lue par le gouvernement et déléguée par l'État ivoirien. Donc, douter de cette authenticité, c'est avoir d'autres preuves contraires à ce que nous avions vu et entendu. Nathanaël Congo. Oui, je voudrais dire que c'est pour éviter ce genre de polémique autour de l'authenticité et autres, que dans toute société, il y a des règles pour des événements comme la demande de pardon. Et c'est pour aussi éviter ces débats-là que le géniteur du feu capitaine Thomas Sankara avait toujours dit qu'il attend Blaise à la maison. Il attend son fils Blaise. Il ne s'est jamais montré. Si au jour d'aujourd'hui, on nous sort une lettre venant de Blaise Compaoré, admettez ou acceptez que les intéressés puissent en douter de l'authenticité. Dans tous les cas, ce n'est pas la première lettre de M. Blaise Compaoré qui fait problème. Même dans le camp du CDP, plusieurs de ces lettres ont été remises en cause. Donc pourquoi ne remettrons pas cette lettre-là aussi en cause? Et pour aussi dire, c'est plus simple d'utiliser les canaux que nous donne la société et ces problèmes d'authenticité auraient été évités, à mon sens. Visiblement, Cabré n'est pas de votre avis. Vous savez, je ne suis pas chef d'État, mais je sais que dans cet exercice-là, c'est pas vous-même qui écrivez les lettres. Vous avez un secrétaire qui écrit les lettres, vous regardez le contenu si ça y est et vous apposez votre signature. Donc, quand vous avez de hautes fonctions comme ça, c'est des gens qui écrivent ce que vous voulez que ce soit reflété dans la lettre. Et vous apposez votre signature et vous l'envoyez par voie officielle. Vous n'allez pas douter du fait que toute la délégation ivoirienne, en plus de sa fille, en plus de tout le protocole qui a été mis en œuvre pour que cette lettre puisse être lue officiellement aux yeux du monde, vous puissiez douter d'une telle lettre. Vous ne pouvez pas douter de la parole de quelqu'un qui a écrit et qui a mis la lettre dans un pli scellé qui a été donné officiellement au gouvernement, au président de la République, M. Sandaogo, et vous osez douter, à moins que vous n'ayez, comme on le dit souvent, un agenda caché, à moins que ce que vous tenez comme format pour une demande de pardon, que vous le rendez officiel et que les gens puissent suivre ce que vous voulez. Mais est-ce que ce doute est peut-être légitime vu que l'un de vos camarades a à maintes reprises douté des lettres venant du président Compaoré? Est-ce qu'il a la spécialité ou l'expertise pour savoir que ça, ce n'est pas la lettre de Blaise ou ça, c'est pas la signature de Blaise? On ne peut pas douter de l'écriture. Vous n'avez pas aussi la possibilité aussi de confirmer l'authenticité d'une lettre de Blaise Compaoré. Et je voudrais dire, il aurait été plus simple. Monsieur Blaise Compaoré a foulé le sol du Burkina le 8 juillet passé. Il aurait été, et même impunément, si je peux le dire, il aurait été plus simple pour lui de respecter nos us et les coutumes en allant vers ceux à qui il demande pardon et leur demander son pardon de façon sincère, que de repartir et une fois chez lui, puisqu'il est maintenant ivoirien, d'envoyer une lettre par sa fille. Si vous regardez un peu nos coutumes, nos traditions et même nos religions,
dans aucune d'elles, il n'est recommandé cette façon de demander pardon. C'est ça, en fait, le problème. Et cette authenticité, je termine, ce sont les familles elles-mêmes qui remettent en cause la lettre. C'est même pas nous, les acteurs de la vie civile. Ce sont les familles elles-mêmes. Et comment voulez-vous avoir un pardon que vous demandez si les familles même doutent de votre lettre? Alors qu'il aurait été plus simple de vous y prendre autrement pour que cette sincérité-là ne soit pas remise en cause. Alors, on va évoluer dans le débat. Je vais rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Congo, vous savez que le Burkina Faso, c'est une nation qui comporte 63 ethnies. Vous êtes moi aussi, donc avec ce nom Congo, je suppose que vous êtes de la famille royale et vous connaissez les usages coutumes d'eux aussi. Si vous regardez encore l'actualité, vous suivez l'actualité, vous verrez que le ton a été donné d'abord par les chefs coutumiers. Même s'ils ne l'ont pas exprimé, ils ont préparé les esprits à ce que les gens comprennent qu'il y aura une grande rencontre nationale sur la réconciliation et la cohésion. Ensuite, il y a les chefs religieux qui ont entamé le même processus. Et aujourd'hui, si vous écoutez les sages de ce pays, je vais donner un exemple. M. Passeri Titenga, il vous dira que il ne doute pas de la lettre. Maintenant, vous, en tant que parti politique, UNIR PS, et à sa tête, M. Sankara, ben, vous utilisez et en fait cette lettre et tout ce qui se passe autour de Blaise là comme un fond de commerce. Et c'est connu par tout le monde. Je suis désolé. Je continue. Et c'est connu par tout le monde. Parce que vous n'êtes pas plus sankariste que Blaise. Vous n'êtes pas plus blaisiste que Sankara. Alors Evans Cabré, merci. Nous allons lui permettre de répondre et nous allons évoluer dans le débat, s'il vous plaît. Ce que je veux vous dire, monsieur Cabré, c'est même pas nous qui remettons en cause la lettre. Si vous avez remarqué, quand la déclaration... Mariam Sankara, a posé ce doute. Met en cause la lettre. Et si je veux aussi ajouter, vous avez pris l'exemple des chefs coutumiers, des chefs religieux. Est-ce que vous voulez dire que ce sont ces chefs-là qui vous ont recommandé, pour la demande de pardon, d'envoyer une lettre? Non. Ça m'étonnerait. Et je termine. Au Burkina, vous dites nous avons une 60aine d'ethnies. Dites-moi dans quelle ethnie il est recommandé d'envoyer une lettre de demande de pardon quand on demande pardon. Dans une seule de ces ethnies, dites-le-moi. Non, en fait, que ce soit moi aussi ou pas, vous savez, c'est le dites-moi dans quelle ethnie on demande une lettre. Vous savez, c'est le mobile de la lettre. Evans Cabré, de l'action qu'il faut voir. Evans Cabré. Nous revenons sur la déclaration du président Compaoré. J'assume et je déplore du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays. Est-ce que au niveau du CDP, vous considérez justement cette déclaration que je viens de citer comme étant un aveu du président Compaoré? Vous savez, quand vous gérez un pays ou quand vous gérez une famille, tout ce qui se passe comme bémol dans la famille, vous l'assumez en tant que responsable. Et dans notre coutume, nous aussi, on dit, en fait, le chef, c'est la poubelle. C'est là que tout se déverse, bien comme mal. Et Blaise Compaoré a assumé tout. Pour tout ce qui s'est passé comme mal pendant sa gouvernance, il l'assume. Mais ça ne veut pas dire, et je pèse mes mots, qu'il est responsable. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tiré sur Sankara. Il n'y a aucun élément qui vient dire que la balle que Sankara a reçue vient de l'arme de Blaise Compaoré. Et c'est là où il n'y a aucun élément ne vient me dire ça. Et c'est là où il a venu pendant le procès pour justement donner sa version des faits. Et ses avocats, selon ce que ses avocats ont donné comme raison, il a dit que c'était pas un procès équitable. C'est ce que j'ai retenu de ce que ses avocats ont donné comme expression. C'était pas un procès équitable. Et pourquoi il n'était pas équitable? C'était un procès à charge et non à décharge. À mon avis, c'est mon avis. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont intervenu pendant le procès n'ont fait que donner des éléments pour que la condamnation soit faite.
Mais moi, mon analyse personnelle, en tant que citoyen, je dirais que je pourrais creuser davantage pour savoir la vérité. Parce que ce qui s'est passé le 15 octobre, Blaise n'y était pas. Blaise Compaoré n'y était pas. Personne n'a dit que Blaise Compaoré était là-bas. Alors, le procès a également démontré qu'il n'y était pas. Il n'y était pas. Et maintenant, les gens cherchent le commanditaire. Exactement. Et ça aussi, personne n'a reçu de l'ordre. L'ordre, selon ce que j'ai écouté et entendu pendant le procès, personne n'a dit qu'il a reçu l'ordre de Blaise Compaoré pour exécuter Thomas Sankara. Et pourquoi il demande pardon alors? Parce qu'il assume tout ce qu'il a pu faire, de mal comme de bien, pendant tout son mandat. Vous voyez, voilà. Madame Diasso, c'est exactement ce problème que nous avons avec la lettre. La lettre, quand je vous le disais tantôt, il faut nous poser 3 questions. L'une d'entre elles, c'est pourquoi le pardon? La lettre ne nous dit pas pourquoi il demande pardon. Mais la phrase que je viens de dire, sans doute... et vous voyez comment on interprète la phrase qui est écrite dans la lettre. J'assume du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus. Quelles sont ces souffrances? Quels sont ces drames? On n'en sait rien. Et M. Cabré a totalement le droit de l'interpréter comme il vient de le faire. Il dit que ce n'est pas forcément Blaise lui-même. Il demande pardon pour tout ce qui a été fait comme tort durant son magistère, pas forcément de lui. Mais pourquoi alors préciser dans la lettre précisément à son frère et ami, la famille de son frère et ami Thomas Sankara? Il y a tout un amalgame. Et on a l'impression qu'on veut demander pardon, mais on se retient parce qu'on ne veut pas assumer la responsabilité. Monsieur Congo. On ne veut pas accepter la sentence qui va avec la culpabilité. Et dans cet état de fait, admettez que c'est difficile pour une victime d'accepter ce pardon. Yvan Scalry. Monsieur Congo, dans mon entame au début, je vous ai dit que en fait, c'est la 3e fois que Blaise demande pardon. Mais toutes ces 3 fois... La première fois, oui. Je vous réfère à sa déclaration du 19 octobre. Le contenu. A-t-il assumé le 19 octobre? Le contenu est là. Il a assumé. Il a assumé que c'est lui le coupable. Non, il a assumé que la mort de Sankara, son frère, lui touchait et qu'il était important de lui donner une sépulture digne du rang qu'il a occupé. Mais avant la sépulture, et de l'espoir, trouvons les et de l'espoir qu'il a pu susciter auprès de la jeunesse, auprès du peuple, auprès de tout le peuple africain. Ça, c'est la première lettre du 19 octobre. La deuxième lettre, mais ce n'est pas une lettre, mais c'est une cérémonie. Une cérémonie où, en fait... Au stade du 4 août. Au stade du 4 août, où certains, les sankaristes encore disent, non, ce n'est pas sincère, parce que le pigeon, dès qu'on l'a jeté, il est retombé. Est-ce que c'est ça le symbole? Est-ce que c'est ça qui est important? Vous caricaturez, ensuite, la 3e, c'est la lettre que vous venez de recevoir, que nous avons tous reçue. Parce que la lettre est adressée à tout un chacun. Mais, je dis, dans nos coutumes également, on peut refuser un pardon. Moi, je pense que le président Blaise Compaoré s'est dédouané de son cœur, parce que le mobile de son action était pour apaiser le cœur de la famille et de tous ceux qu'il a pu frustrer, qu'il a pu vraiment mettre dans le désarroi. C'est ce qui a été dit officiellement. Maintenant, s'il y a des sankaristes, et comme j'ai dit, ils ne sont pas plus blaisistes que Sankara. Mais visiblement, ils ne sont pas plus sankaristes que Blaise. Alors visiblement, on voit que cette demande de pardon se résume à un échec, puisque les différentes parties même à qui on demande pardon ont rejeté le pardon. On a vu la sortie de Mariam Sankara, les sœurs de Thomas Sankara. On connaît tous leur position à ce propos. Je pense que Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, par la volonté divine, pas la volonté politique, pas la volonté en tant que fils du pays et en tant que frère de la victime, a déjà donné ce qu'il a au fond de lui. Le reste, que le pardon soit accepté ou pas, il a fait un acte qui est d'anthologie, un acte qui a une date, qui a une référence, et moi, je l'acquiesce,
j'acquiesce cette déclaration comme étant authentique, sincère, profond et digne d'un homme qui a géré le pays pendant 27 ans. C'est ça qui est essentiel. Maintenant, les sankaristes, comme je l'ai dit, toujours les sankaristes... Alors ne faites pas une fixation sur les sankaristes, ils ne sont pas les seuls à le penser. Le débat se passe entre nous ici, mais lorsque je serai dans un milieu qui n'est pas purement sankariste, intéressé par le pouvoir politique, je pourrais donner aussi un autre assentiment. Mais ce que je dis de M. Congo, c'est que, et comme les Anglais le disent, game is over. Si le pardon est accepté, le sankarisme est fini. Alors, oui, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Je pense que c'est son point de vue. Nathanaël Congo, oui. Cette question, pour beaucoup, il n'y a aucun lien entre cette demande de pardon et cette volonté de réconciliation entre griffes, entre acteurs politiques et la situation que le pays vit actuellement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous y voyez un lien? Déjà, je vais juste réagir pour dire à M. Cabré que non, nous-mêmes, nous voulons qu'on appuie le passif du Burkina. Parce que nous, surtout en tant que jeunes, nous voulons pouvoir à un certain moment faire table rase du passé et puis aborder franchement le développement de notre pays. Mais cela ne se fera pas dans des précédents graves. Cela ne se fera pas au détriment de la justice parce qu'un pays se s'édifie et se renforce sur la base de la justice. Pour maintenant revenir à votre question, nous effectivement nous pensons qu'il n'y a pas de lien entre cette instrumentalisation de la question de la réconciliation avec la situation sécuritaire. Si lien il y a, alors on voudrait nous dire que ceux-là qu'on veut blanchir par coup de force serait alors à la cause de cette situation dégradante de la sécurité. Peut-être que l'on veut nous faire comprendre que sans eux, le Burkina ne peut pas aller mieux, le Burkina ne peut pas être en paix. Et donc, du coup, on nous force à accepter la réconciliation de façade qu'on nous propose. Mais ça serait très grave de faire ce lien. Ça serait même un lien incestueux. Parce que si on est arrivé à toutes ces barbaries, à tous ces milliers de morts, pour juste blanchir des gens, je dis que c'est très grave, c'est très inhumain et c'est diabolique. Est-ce que vous y voyez le lien entre la demande de pardon, la réconciliation, le processus en cours et la situation nationale? D'abord, je me porte en faux sur ses conclusions, ce syllogisme qu'il a utilisé pour conclure que s'il y a un lien, donc c'est pas ce syllogisme que je vois. Ce que je vois, c'est que la nation est en péril. Et la réunion de haut niveau des présidents était comme une réunion qui devrait participer à la cohésion de tous les fils et les filles du pays pour lutter contre l'hydre terroriste. Et pour cela, il a été mis à contribution tous les chefs d'État qui ont fait leur expérience dans la gestion du pays pour qu'ensemble, ils puissent s'accorder sur l'essentiel, qui est la préservation du territoire, qui est le retour de 2 millions de personnes qui souffrent, et que je profite de votre plateau pour vraiment exprimer ma compassion pour toutes ces familles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées dans les camps. Et je profite aussi de votre plateau pour exprimer ma compassion pour tous ceux qui ont perdu leur vie pour la nation, pour que nous puissions être libres ici aujourd'hui et discuter. Et pour cela, je dirais que la réunion de haut niveau qui a concerné les présidents qui ont géré le pays est une réunion de cohésion, une réunion de vision à long terme durable pour une solution durable au terrorisme.
Que chacun puisse venir donner sa pierre pour l'édifice de la nation. Alors, vous parlez d'une réunion qui n'a visiblement abouti à aucune conclusion concrète, puisqu'elle n'a pas totalement eu lieu. Ça aboutit, je dis ça aboutit à un appel à tous les fils, à toutes les filles du pays, pour qu'ensemble, nous puissions s'accorder sur un objectif, une priorité, qui est la sécurité. Et aujourd'hui, nous vivons plusieurs formes d'insécurité. Il y a l'insécurité humanitaire, alimentaire, et même, je vais dire, une insécurité où nous qui sommes en ville ici, nous sommes même beaucoup plus tétanisés. Parce que tous les jours, lorsque vous écoutez les réseaux sociaux, pas une semaine sans qu'il y ait une attaque quelque part, c'est très inquiétant. Et qui doit se battre? Ce sont les Burkinabés. Personne d'autre ne sera là pour aller affronter ces fous-là qui ont pris les armes, qui seront plus sûrement pour la plupart des Burkinabés. Et qu'il y a des femmes même aujourd'hui, mais ça, il fallait aussi s'y attendre. Alors, la question fondamentale que les Burkinabés se posent également, c'est en quoi est-ce que le retour de Blaise Compaoré peut contribuer à justement résoudre cette crise sécuritaire? Je pense que pendant 27 ans, il a eu d'abord un mandat de l'Union africaine, de la CEDEAO, pour éteindre les feux de tension qui se passaient dans les autres pays, au Mali bien, pas plus particulièrement. Et il a une forte expérience dans la lutte contre le terrorisme. Et pour cela, sa contribution est très importante pour relever ce défi. Alors physiquement, on a vu l'homme assez diminué. Est-ce que réellement, le Blaise Compaoré dont vous parlez, il y a de cela 20 ans ou 15 ans, est-ce le même? Dans l'esprit, oui. Dans le physique, le poids de l'âge. Mais dans l'esprit, il a toujours des ressorts. Il peut toujours recommander, il peut toujours participer, il peut toujours, par sa sagesse, contribuer à sa manière à résoudre ce problème. Alors, Congo Nathanaël? Oui, moi j'ai envie de poser une question à M. Kabré. Lui-même, il a dit... Vous-même, cette question d'abord. Lui-même, il a dit... Non, on va d'abord entendre la question, si vous voulez que j'y réponde, je vais apporter ma réponse. Oui. Allez-y. Ce que je voulais... je vais partir de vos propres propos. Vous avez dit que pas un seul jour se passe au Burkina sans qu'il n'y ait d'attaque. La question, c'est... et vous avez aussi dit que de cette rencontre de haut niveau-là, tout ce qui est ressorti, c'est un appel. Un appel à la cohésion. L'essentiel. Ok, l'essentiel, le plus important. Alors, cet appel à la cohésion, cet appel à je ne sais quoi, en quoi ça a changé la situation, puisque vous venez de dire que pas un seul jour se passe sans qu'il n'y ait d'attaque. Ça, c'est de un. De deux, vous dites que M. Blaise Compaoré, pour avoir géré le pays pendant 27 ans, mais nous savons aussi comment il a géré ce pays-là pendant 27 ans, vous dites qu'il est à mesure de donner des pistes de solutions à la crise actuelle. Il ne peut pas le faire depuis la Côte d'Ivoire. Faut-il forcément qu'il vienne au Burkina pour le faire? Si on est d'accord que nous avons une diaspora, est-ce qu'il faut que toute la diaspora rentre au Burkina pour contribuer au développement du pays? Soit on est patriote, soit on ne l'est pas. On n'a pas besoin d'être au Burkina pour contribuer, M. Kabré. Je vais couper court à cette polémique pour dire à M. Congo, les questions que vous posez là, posez-vous ces mêmes questions, parce que vous êtes impliqués. Vous êtes impliqués dans la lutte contre le terrorisme. La première et je vous dis si vous voulez, je vous dis, si vous voulez, je vais répondre. Alors, docteur Congo, permettez qu'il réponde. Je vous dis d'abord que la question sécuritaire là, ça vous incombe. Vous êtes là, vous critiquez ce qui se passe ailleurs, alors que vous devez participer. Vous devez contribuer. Vous devez participer à l'action. Qu'est-ce que vous proposez? C'est ça. Maintenant, en fait, ce que Blaise a fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est concret.
concret, c'est quoi? Je vous donne un exemple d'abord. Allez-y. La libération des d'otages. Ensuite, 27 ans sans un coup de feu à la frontière. 27 ans sans cappuccino. Nous savons à quel 27 ans sans que l'état-major de l'armée soit attaqué. 27 ans sans splendide hôtel. Ça, c'est des résultats. Mais vous ne mettez pas Voilà. en doute ces informations qui disaient qu'il y avait souvent des liens entre le président Compaoré et ses mouvements. Mais je vous ai donné je vous ai planté le décor au début en vous disant que Blaise Compaoré agissait sous mandat de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et en tant que médiateur, vous ne pouvez pas refuser à ce que les belligérants ne soient dans votre territoire. C'est ça la raison. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça, madame. Alors, on va évoluer sur le débat, chers invités, avec la question de la crise sécuritaire. Une nouvelle donne qui a été communiquée vendredi dernier, l'implication de plus en plus fréquente de femmes dans les attaques terroristes. Leur participation s'évalue à plusieurs niveaux. Nathanaël Congo, c'est un phénomène nouveau au Burkina et assez dangereux pour le pays que des femmes prennent les armes. C'est à la fois dangereux et à la fois gravement symbolique. Parce que pour celui qui connaît un peu la culture de notre pays, on sait que généralement les femmes se réservent de ce genre d'actes. Et vraiment, quand une femme s'engage dans ce genre d'actes, il faut dire que c'est que la situation a atteint un niveau très grave. Et c'est en ce sens que nous pensons qu'il faut rapidement qu'ensemble nous puissions abandonner tout agenda caché, qu'ensemble nous puissions être transparents, qu'ensemble nous puissions être dans la vérité, dans la justice pour trouver une solution à cette crise. Sinon, le symbole que nous avons atteint est très grave. Alors, on se demande tous qu'est-ce qui peut pousser des femmes à prendre des armes contre des frères et des sœurs du Burkina. Moi, dans ma logique, je voyais cela venir. Parce que, si vous aviez remarqué, il y a un moment, on détectait des enfants qui portaient des armes. Donc, ce ne sont pas des jeunes qui ont l'âge d'être enrôlés dans l'armée qui prenaient les armes, mais ce sont des enfants qui tenaient les armes, pas moins de la majorité, 13, 14 ans, qui tiennent des armes. Alors, si des enfants peuvent tenir des armes, ben, la logique, c'est qu'une femme aussi peut tenir des armes. La même manière dont dans notre armée, nous recrutons désormais des femmes qui font partie des FDS, de la même manière, ils s'organisent comme l'armée aussi. Il faut regarder comment ils attaquent. Ils attaquent avec les mêmes armes que notre armée. Donc, avec les mêmes hommes. Et aujourd'hui, les femmes rentrent dans le jeu. Mais peut-être que c'est depuis longtemps que les femmes donnaient déjà du renseignement. C'est depuis longtemps que les femmes apportaient assistance alimentaire, etc. à leurs maris terroristes. Mais dans tout ça, c'est pour relever le fait que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas loin d'une guerre civile. Parce que ce sont des Burkinabés qui ont pris des armes. Et voilà pourquoi les nouvelles autorités ont entrepris une autre stratégie qui est de négocier avec les chefs religieux, de négocier avec des personnes de ressources dans les zones pour que nous puissions voir par quel bout du tunnel nous allons aboutir pour mettre fin à cette idée terroriste. Mais jusque-là, ce processus annoncé n'a abouti à aucun résultat. J'ai toujours dit que en fait, c'est un processus où les impacts, en fait, les actions qui vont être faites peuvent avoir des impacts ou des résultats et à moyen terme ou à long terme. C'est des choses qui peuvent être visibles plus tard, mais essayons quand même. Quelle que soit la contribution des citoyens, ou que ce soit dans l'armée, dans l'administration, même à l'UNIRPS qui, en fait, leur souci, c'est de la conquête du pouvoir, qu'ils proposent des solutions pour que nous puissions quitter de cette, dans l'œil du cyclone. C'est ça qui est important. Tout le monde doit être mis à contribution. Tout le monde doit être mis à contribution. Nous devons tous se mettre dans la tête
que toute la nation est en danger. Ce qui est fait à l'issue du dernier congrès de l'UNIA-MPS, des propositions ont été faites dans ce sens. Je pense que M. Cabré essaie juste de nous titiller. Sinon, je pense qu'il est bien au courant des propositions que nous avons faites. Non, je n'en connais pas. D'accord, mais je peux vous donner... un programme idéologique. Je peux vous donner des exemples. Nous avions en octobre dernier, octobre 2021 déjà, fait des propositions dans une déclaration. Et dans cette déclaration, entre autres propositions que nous avions faites, c'était effectivement que l'on puisse nommer les jeunes cadres de l'armée au poste de responsabilité. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, ce sont les mêmes jeunes qui ont trahi le président Roch-Marc Christian Kaboré à travers le coup d'État du 24 janvier dernier. Une autre des propositions que nous avons faites, nous avons dit dans cette guerre asymétrique, ça serait illusoire. Ça serait inconcevable de vouloir faire cette guerre-là avec des moyens normaux, des moyens standards. Et nous avions proposé la lutte armée, c'est-à-dire armer la population. On nous a suivis à moitié en créant les volontaires de défense de la patrie. Mais notre proposition allait bien au-delà. Donc, je suis désolé, nous en tant que parti, notre rôle c'est de militer pour la conquête du pouvoir, c'est oui, c'est vrai, mais nous faisons des propositions et ces propositions, on les a toujours faites et on continuera de le faire. Alors revenons dans le débat, l'implication des femmes dans les cellules terroristes. La question, je reviens avec vous, Evans Cabré, est-ce qu'il n'y a pas lieu, vu l'importance de ce nouveau phénomène, qu'il y ait des investigations poussées pour comprendre pourquoi des femmes prennent des armes? Je pense que est-ce qu'elles le font sous la contrainte? Est-ce qu'elles sont obligées? Est-ce pour des raisons de rémunération? Il y a lieu d'enquêter à ce niveau. Vous savez, dans cette lutte contre le terrorisme, il y a un moment où, lorsque vous êtes dans la zone de combat, vous devenez une personne qui est entre le marteau et l'enclume. Vous devez faire des choix. Et je pense que les terroristes, ce sont des personnes, des humains comme nous, qui ont des femmes, qui ont des enfants. Et pourquoi ils partent vers le terrorisme? Par fanatisme, par suivisme, ou par dû au fait qu'il y a la précarité et qu'ils ont besoin de bien-être. Mais je disais que le diagnostic pour moi était déjà fait. Dès que les enfants sont impliqués dans le combat, il fallait être sûr que les femmes aussi sont impliquées d'une manière ou d'une autre. Parce que le lien entre la mère et l'enfant est tellement intrinsèque que ça sera utopique de croire que la maman aussi ne suivra pas en fait les actions de son fils. Mais on peut toujours endiguer cela. Ok. Oui, on peut toujours endiguer cela en recherchant les causes profondes que je venais de citer tantôt, qui est par soit le fanatisme religieux, soit le suivisme du mari, etc. Et soit la contrainte du mari ou de la communauté qui a embouté le pas du terrorisme. Mais quand cela ne tienne, on peut proposer des solutions pour essayer de freiner ces élans. Je ne sais pas quelle proportion il y a actuellement, mais on peut proposer Et les femmes, je pense que j'écoutais le ministre de l'Action sociale qui lançait un appel tout dernièrement pour demander aux femmes qui se sont enrôlées dans le terrorisme de revenir déposer les armes. De revenir déposer les armes. C'est ce que nous demandons tous. Ce sont nos frères. Est-ce suffisant comme mesure, Nathanaël? Je pense que c'est déjà bien, mais un simple appel ne serait suffisant parce que des informations aussi qui nous remontent, en fait, souvent, c'est comme M. Cabré l'a dit,
les populations se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Quand vous êtes dans une zone, par exemple, qui est en train d'être attaquée par les terroristes, vous faites appel à votre État qui est censé vous protéger, parce que c'est constitutionnel, et pendant 2 heures, vous voyez aucune réaction. Quand vous échappez à ce genre de situation, vous avez le choix, soit de vous faire tuer par les mêmes personnes, soit de vous enrôler avec eux pour au moins savoir la vie. C'est à ce choix difficile souvent que les populations font face. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme solution? C'est le retour de l'État. L'autorité doit revenir dans ces zones. L'autorité doit s'installer dans ces zones. Et ce n'est pas aller faire, je dirais, ils ont un mot qu'ils utilisent, un ratissage, et puis repartir. L'autorité doit s'installer dans ces zones. Et aussi, on doit pouvoir permettre aux populations de se défendre, de ne pas se faire tuer comme des poulets, j'ai envie de le dire, mais on doit leur donner les moyens de se défendre vraiment face à ces gens venus d'ailleurs. Oui, ils ne sont pas venus d'ailleurs, hein. Ils sont d'ici. Non, quand je dis venus d'ailleurs, c'est pour dire d'un autre monde en fait. Leur façon de faire, voilà, c'est inconcevable que des gens commencent à tuer, à s'en prendre à leurs semblables. Ils sont venus d'un autre monde. C'est dans ce sens-là venu d'ailleurs, sinon c'est bien prouvé que c'est des enfants du même pays. Voilà. Peut-être que la sensibilisation peut être également un recours. Oui, mais c'est une action. Les canaux communautaires demeurent. C'est une action. Voilà pourquoi, en fait, la contribution des chefs religieux, des chefs coutumiers et des personnes ressources dans les villages et même dans l'administration, ce qu'on voit comme changement, c'est la nomination de chefs militaires et des zones d'intérêt militaire qui sont en train d'être mises. Tout ça sont des stratégies. Mais vous savez, c'est un phénomène qui ne répond pas à une guerre conventionnelle et qui, aujourd'hui, après la destruction de l'État libyen, beaucoup d'armes ont circulé et ensuite avec, je vais dire, le fanatisme religieux s'ajoutant, ça s'est exacerbé et nous sommes aujourd'hui vraiment dans l'œil du cyclone et qu'il faille la contribution de tous les citoyens burkinabés, quel que soit le bord. Parce que quand j'écoute M. Congo, il décrit la chose en n'étant pas à l'intérieur. Alors qu'en fait, ce que je veux donner comme inquiétude aujourd'hui, ce qui se passe dans les villages, c'est la vraie psychose. Parce que nous l'avons vécu ici aussi. Moi, je suis dans le quartier Karbala. Et la première fois que nous avons vu l'armée venir à Karbala, c'est pour dénicher un terroriste qui était en possession d'armes militaires. Et depuis ce jour, et depuis le jour où l'état-major de l'armée a été attaqué, et je me suis mis... C'est la psychose. Et je me suis mis dans la tête qu'en fait, et tout Burkinabé doit se sentir comme un élément moteur pour lutter contre le terrorisme. Alors merci, Evans Cabré. Et pour cela, je dis aux gens de relire le Ditanier, ce qu'il y a dans le Ditanier là. Ça nous interpelle tous. Merci à Evans Cabré, aussi merci à Nathanaël Congo, merci à nos deux invités qui ont bien voulu partager avec nous leurs opinions et commentaires sur ces deux points qui ont marqué l'actualité tout au long de la semaine. La suite de votre émission, c'est avec la rubrique Ils ont dit. Chargé de porter un message au président d'Amiba, un message qui a trait bien évidemment à la situation actuelle au Burkina, notamment le processus de réconciliation
engagé par le président burkinabé. Un processus qu'il soutient fermement parce que pour lui, aujourd'hui, la condition pour que le Burkina Faso puisse s'en sortir, c'est la cohésion. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Si ceux qui ont dirigé sur le pays là, à un moment donné, à commencer par la transition de Mba Michel et Jida, ont relancé le dossier qui était déjà clos. Si on a trouvé des gens comme Roch Kaboré et ses différents gouvernements pour assurer à ce tribunal ce qu'il faut pour le procès, et qu'après, les continuateurs ou les tombeurs de Roch dans leur activité créent une situation où ce pardon va être demandé, moi je m'en contente. Parce que si c'est moi, c'est mon bâton de berger là que j'allais étaler sur le dos de quelqu'un pour lui montrer que je suis mécontent, mais ça servirait à quoi? À rien. À un moment donné, chacun a utilisé ils ont utilisé les armes du peuple pour régler leurs problèmes, mais voilà aujourd'hui ils sont. Donc moi je crois que ce pardon, je l'accepte et je laisse à Dieu, aux mains des ancêtres et à tous ceux qui sont là, bon, de gérer. Les sources qui ont été les nôtres étaient certainement de bonne foi, mais vraiment des erreurs assez graves ont été relevées. C'est une leçon que nous avons apprise, et quand on apprend une leçon et qu'on décide effectivement de la mettre en œuvre, il faut d'abord, à l'endroit de ceux qui en ont pâti, de ceux qui en ont souffert, n'est-ce pas, faire preuve d'humilité, faire preuve de modestie, en présentant, n'est-ce pas, ses excuses vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes concernées. Quel que soit d'ailleurs ce qui a été dit, quelle que soit la source, etc., peu importe. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Parce que dans ce pays, nous avons l'habitude, nous considérons l'humilité et la modestie comme une valeur. Malheureusement, nous ne sommes pas forcément nombreux à effectivement travailler à la mettre en œuvre. Et tout ce qui touche un imam touche les cœurs de l'islam. Nous avons bien écouté. C'était une mauvaise incompréhension entre ce qui circulait dans les réseaux sociaux et la réalité. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été un homme à la hauteur toujours pour régler les problèmes depuis son arrivée. En dehors même de religieux, que moi je participe ici en tant que vice-président de chambre de commerce, il a toujours su régler le problème. Et ce matin, on est très satisfait et content à travers notre ministre qui présente ses excuses aux imams et tous les musulmans. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que nous souhaitons. Personne n'est hors la loi. Mais quand on poursuit quelqu'un, s'il a tort, et que nous, surtout nos imams, nous demandons qu'ils soient respectés